Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Salut Thibaut. Bonjour Clément. Écoute, merci d'être là aujourd'hui avec nous dans ton planning. Thibaut, t'es docteur en neurosciences, t'es auteur de plusieurs livres sur la mémoire, sur la concentration, sur là le dernier c'est sur l'addiction aux écrans, sur le fait de scroller. Enfin, t'as plein de choses en lien avec le cerveau, principalement sur les écrans et le digital. T'es aussi un entrepreneur. Et j'ai envie qu'on parle de ça. T'as cofondé My Brain Technologies, t'accompagnes des startups, enfin, t'as interviewé dans des incubateurs, tu donnes des conférences, donc tu fais plein de choses. Moi, je te vois un peu comme un expert du cerveau et comme un entrepreneur, du coup, qui, en lien avec tout ça, font plein de choses. Et avant de te présenter, j'avais envie de te demander, c'est quoi, toi, je sais pas, le fait qui t'amuse ou qui t'impressionne le plus sur le cerveau, ou un truc, ou quelque chose que les gens n'ont pas du tout compris, tu vois, sur notre fonctionnement de notre cerveau. Il y a tellement de choses que malheureusement on n'a pas on n'a pas encore totalement compris sur le fonctionnement du cerveau, ou qui sont malheureusement mal comprises du grand public Ouais. ou du monde de l'entreprise. Je dirais qu'il y a peut-être l'élément que je vois le plus au quotidien, surtout quand je vais en entreprise, c'est le fait que les gens essayent souvent d'être de plus en plus dans l'efficacité, la productivité, et donc ils voient toute leur activité comme étant quelque chose qu'ils doivent optimiser au maximum. Ouais. Alors qu'en fait, parfois le cerveau, lui, il continue son activité tout le temps, même quand on a l'impression de rien faire. Et donc, on a besoin de ces moments d'inactivité, en fait, où nous, on a l'impression de rien faire, mais notre cerveau, lui, il travaille, il fait de la maintenance, il traite les déchets, il fait plein de choses hyper utiles. Et donc, c'est ça, on cache un peu cette opportunité à laisser le cerveau rêvasser, s'ennuyer, etc., dont on a besoin. Donc ça, c'est un peu l'une des choses contre lesquelles je me bats le plus au quotidien, même pour moi-même, hein. Ouais. Voilà, où on a cette culpabilité parfois de se dire, non, il faudrait que je travaille, surtout quand on est entrepreneur. On dit, non, il faudrait que je puisse produire, il faut que j'écris, il faut que je fasse ceci, cela. Puis en fait, il y a parfois la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire, justement. Hyper intéressant. Donc, ça C'est veut dire difficile. toi, concrètement, tu fais quoi? Tu poses ton téléphone et tu vas te balader. Enfin, c'est quoi? C'est faire du sport? Faire du sport, ça compte ou ça compte pas? Exactement. Alors, ça peut être faire du sport, mais cela étant, moi je vois beaucoup de gens à la salle de sport qui sont sur leur téléphone pendant toute leur séance, hein. sur le tapis roulant là avec leur téléphone en face des yeux, donc je sais pas trop quel est leur souvenir de cette séance après, mais voilà, donc effectivement, ce qui est bien, c'est de couper en fait de temps en temps. Donc ça peut être aller marcher, mais ça peut être juste ne rien faire véritablement, être assis, regarder par la fenêtre. Ok. Et juste laisser son esprit rêvasser dans son canapé, passer 5 minutes avec son chat, peu importe. Mais voilà, c'est trouver ces petits moments où on cherche pas forcément à optimiser, à produire. Voilà. Mais c'est plus difficile à dire qu'à faire. Ça, je le conçois. Ok, hyper intéressant. Là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à rien, mais ok, merci. Et est-ce que du coup, tu peux te présenter, Thibaut, maintenant qu'on sait un peu plus sur toi, tu peux partir d'où tu veux, de ton enfance, qu'est-ce qui fait Très qu'aujourd'hui bien. je suis Thibaut Dumas. Alors, je vais peut-être pas remonter aussi loin, mais donc moi, je m'appelle Thibaut Dumas. Je suis donc de formation neuroscientifique. J'ai fait un doctorat en neurosciences, à l'issue d'études en biologie, donc principalement. J'avais aussi un bref épisode en physique, mais très rapidement, je me suis orienté vers la biologie. Donc biologie, physiologie, neurophysiologie, neurosciences, un peu le parcours que j'ai fait. Et puis suite à mon doctorat, au lieu de continuer dans la recherche, je suis parti directement dans l'entrepreneuriat. Et donc j'ai monté une première entreprise avec un associé qui s'appelait donc My Brain Technologies, et qui avait pour objectif d'utiliser les dernières découvertes en imagerie cérébrale pour développer des dispositifs pour permettre aux gens de mesurer leur activité cérébrale et puis améliorer, entre guillemets, entraîner son cerveau sur certaines compétences, comme par exemple la gestion du stress. Donc c'était tout un dispositif dans le domaine de ce qu'on appelle les neurotechnologies. Donc, comment on va pouvoir se connecter via
via cette mesure du cerveau, à des ordinateurs, à son smartphone, etc. Donc c'est aussi dans le champ plus large des interfaces cerveau-machine. Voilà. Donc j'avais travaillé sur ce projet-là. On avait l'entreprise, on a démarré à 2 et puis l'entreprise a rapidement, après plusieurs levées de fonds, que ce soit public, privé, on est arrivé à peu près 35 salariés quand je suis parti. Donc c'était une entreprise très innovante, voilà, avec beaucoup de l'électronique, de l'ingénierie mécanique, de la biologie, donc de la neurosciences plutôt. Voilà, plein de choses très intéressantes. Ok. Et puis après, comme je suis resté accro à l'entrepreneuriat, effectivement, l'opportunité s'est présentée de pouvoir créer un programme d'incubation, donc créer un incubateur de start-up à Paris, donc dans un institut plus large qui s'appelle Matrice et qui fait plein d'autres choses d'ailleurs, mais qui aussi accompagne des étudiants, accompagne des artistes, accompagne des agriculteurs, accompagne des auteurs. Il y a plein fait de l'innovation. C'est vraiment très 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 large, très très riche comme activité. Et donc dans cet institut, on a créé l'incubateur qui au départ avait pour ambition d'accompagner les entrepreneurs issus du numérique, plutôt pour les aider à avoir une vision un peu plus critique et responsable du numérique. Okay. Et puis on a élargi ça de manière générale à l'impact, à avoir des startups qui essaient d'avoir un impact positif. Donc c'était un peu l'angle qu'on a choisi. Le programme continue, on est à sa 12e promotion actuellement. Okay. Et j'ai dirigé le programme pendant quelques temps et puis maintenant j'en suis juste mentor où j'interviens régulièrement pour aider les startups. Et puis en parallèle de ça, j'ai aussi une autre entreprise qui est plutôt liée à l'activité formation, conférence en entreprise, où là j'interviens plus sur les sujets qualité de vie au travail, conditions de travail, santé au travail, donc plutôt pour les ressources humaines, la direction, ça peut être l'innovation, la communication, mais sur des questions, voilà. Qu'est-ce que les neurosciences peuvent apporter dans ma pratique et comment je peux... Donc moi, mon objectif, ça va être un peu de sensibiliser les gens, que ce soit les managers ou les salariés, les collaborateurs, sur parfois un peu les mauvaises habitudes qu'ils ont. C'est un peu ça souvent, les mauvaises habitudes qu'ils ont par rapport à leurs usages numériques, à leur façon de travailler par rapport aux résultats qu'on a en neurosciences. Donc c'est un peu ça mon activité. Et donc en parallèle de ça aussi, je publie des livres, voilà, sur le sujet pour continuer. J'essaie d'être actif sur LinkedIn aussi parce que c'est le seul réseau social où je me trouve. Et au niveau professionnel, il est intéressant. Donc pour essayer de produire des contenus, des vidéos, des articles, des choses comme ça, pour vulgariser aussi sur le sujet. Tu partages. Voilà un petit peu l'étendue. Voilà. Merci beaucoup. J'ai noté toutes les questions qui venaient de. Tu partages plein de trucs super intéressants. Donc je mettrai ton lien LinkedIn dans les références. Attends, juste pour parce que tu m'as expliqué ça la dernière fois. Du coup, tu fais plus de recherche. Ça veut dire, mais t'es encore hyper à la page. Comment tu fais pour rester à la page de la neuroscience? C'est quoi ta méthode aujourd'hui? Alors, c'est très simple. La première chose, c'est de rester toujours en veille sur les recherches. Donc, il se trouve que les recherches scientifiques, elles sont publiées dans des revues qui sont enregistrées dans des bases de données, qui sont accessibles à tout le monde. Donc, en tout cas, l'information de la publication est accessible à tout le monde. Donc, Ensuite, certains de ces articles sont disponibles de façon libre, en open access, d'autres non. Donc si t'es affilié à un laboratoire, t'as accès à tout, ou à certaines bibliothèques, des fois tu peux avoir accès à certains articles, et puis il y a d'autres techniques aussi qui peuvent te permettre d'y avoir accès. Voilà, tu peux aussi demander aux chercheurs aussi de te transmettre aussi, ou des fois il la partage lui-même sur ses réseaux. Voilà, il y a pas mal de façons d'atteindre ces articles. Mais ça, disons que ça c'est le premier bloc, c'est rester en veille régulière sur certains sujets. Donc, t'es en veille vraiment sur la recherche scientifique, quoi. Genre, voilà. tu lis les articles. Donc voilà, c'est ça. Exactement. Ensuite, ça c'est une première chose, il faut le faire sur les disciplines sur lesquelles on a vraiment une compréhension. Parce que malheureusement, il suffit pas d'avoir l'article pour vraiment tirer quelque chose. Parfois, on peut se tromper. Parce que l'article, il répond pas à tout un tas de critères qui font que c'est une bonne étude validée en fait. Donc il suffit pas qu'elle soit publiée, il faut aussi vérifier qu'elle soit reproduite, qu'elle se corrobore et qu'elle s'agence bien avec tous les résultats qu'il y a eu avant, qu'elle soit dans une bonne revue, que la méthodologie est bonne, etc. Donc ça, c'est ça qui prend le plus de temps.
Voilà. Ok. Ce qui prend le plus de temps, c'est essayer de comprendre, ok, cet article, mais en fait, est-ce que cette étude, l'échantillon est pertinent? Est-ce que l'approche est pertinente? Est-ce que l'analyse statistique est pertinente, etc. Donc ça prend un peu plus de temps. Et Et est-ce que puis après, ouais. c'était pas censé être fait en amont de la publication de l'article, cette question-là? Si, mais Pas assez, quoi. tous les Tu fais un articles deuxième scientifiques filtre. tous les articles scientifiques ne se valent pas, hein. Il y a des très très bons articles, et puis il y a des articles, des fois, bon, c'est pas incroyable, quoi. Donc un article seul ne suffit pas. Donc il faut, quand on est sur des sujets où il y a une grosse variabilité, interindividuelle, en Ouais. particulier les neurosciences, où il y a des grosses contraintes statistiques, et méthodologiques, Ouais. voilà, ça vaut le coup d'être un peu prudent. Et c'est pour ça que, par exemple, sur tous les sujets liés à l'hyperconnexion, à l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, pendant très longtemps, on avait beaucoup de scientifiques qui étaient très 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 prudents sur ces sujets-là et qui arrivaient pas trop à répondre aux questions parce que ils avaient pas assez de matière scientifique pour Ouais. pouvoir vraiment répondre clairement. Et donc ça entraînait beaucoup de flou. Ok. Mais c'était pas de leur faute, hein, c'était juste parce qu'ils avaient besoin il y a quand même besoin d'un certain seuil de voilà De données. de données, voilà, de données dans le corpus pour pouvoir arriver à une conclusion. Et bon, maintenant, il y a quand même beaucoup plus de choses. Et c'est ça qui est intéressant là quand j'ai réécrit le livre là qui sort à la fin du mois, c'est que entre 2017 où j'avais écrit la première édition et 2024 où j'ai écrit la nouvelle, eh ben l'étendue des recherches c'était plus du tout le même. Voilà. Ok. Donc et je voyais qu'il y a des chiffres qui étaient plus du tout les mêmes, certaines études qui étaient plus bonnes, d'autres qui au contraire ça s'était aggravé. Voilà, c'était hyper intéressant ça là-dessus. Donc on voit en quelques années, ça va très très vite. Très, très vite. Ok. Merci beaucoup. C'est quoi la définition Voilà. des neurosciences, toi? Alors, les neurosciences, ça dépend, ça va un peu dépendre à qui tu t'adresses, mais moi, je vais avoir une approche, je le mets dans la grande famille, on va dire, des sciences cognitives, donc qui vont s'intéresser à l'étude du fonctionnement de l'esprit, voilà, Ok. tout simplement. Et la différence entre, par exemple, la neuroscience, parce qu'il y a la neuroscience, il y a la psychologie, il y a la psychiatrie, il y a la neurologie, il y a la philosophie, la physique aussi peut rentrer en ligne de Ouais. compte, donc il y a plein de disciplines qui vont rentrer là-dedans. Les neurosciences, elles vont s'intéresser à tout ce qui va se passer de façon inconsciente dans le cerveau. Ok. Et ce, à différentes échelles. Soit à l'échelle des cellules, donc des neurones par exemple, ou des cellules gliales, qui sont aussi des cellules dans le cerveau. Donc là, eux, ça va être vraiment des neurobiologistes qui vont essayer de comprendre voilà, comment ces neurones ils fonctionnent, quelles sont leurs spécificités, comment voilà ils vont, au niveau que ce soit génétique, physiologique, etc., biochimique. Donc ça, c'est totalement inconscient. Hein. Fonctionnement d'un Ouais, neurone, c'est on n'y pense pas. Voilà. la biologie, quoi. C'est Voilà. vraiment la Donc ça va biologie. être ça. Puis il va y Ok. avoir une autre échelle, ça va être comment ces neurones ils vont fonctionner disons, en communauté de neurones, en groupe de neurones. Et puis ensuite, il va y avoir comment va fonctionner une zone du cerveau. Ok. Et puis ensuite, comment vont communiquer ces différentes zones entre elles. Et donc là, moi, c'est plutôt là que je suis à cette échelle-là qui m'intéresse le plus, là où j'étais, où justement les méthodes d'imagerie cérébrale qui vont être le moyen pour nous de pouvoir analyser ça, puisque c'est inconscient, il nous faut un outil pour pouvoir mesurer. Donc, les méthodes d'imagerie cérébrale nous permettent de voir telle zone du cerveau va s'activer dans tel contexte, statistiquement par rapport à une autre, Mhm. ou telle zone va communiquer avec celle-ci de telle ou telle façon, et c'est comme ça qu'on va mieux comprendre un petit peu, à la fois au niveau de la localisation et de la dynamique de ces interactions, comment ça va fonctionner. Mais c'est des choses qu'on peut pas avoir si on n'a pas ces méthodes-là, ces grosses machines-là. Et c'est l'imagerie, À la quoi. différence de, par exemple, l'approche en psychologie, où là, on va pouvoir demander tout simplement aux gens. Voilà. Donc, on va mesurer autre chose Ok. qui est tout aussi intéressant, tout aussi important, mais qui est pas le même angle. Voilà, on va s'intéresser à des choses qu'on va pouvoir soit obtenir sous forme d'échange, d'un entretien, donc des choses qui vont plutôt être liées à une expérience consciente de la personne, Ouais. soit des choses qu'on va pouvoir mesurer au niveau des comportements, voilà, qui vont pouvoir s'observer, qui vont pouvoir se mesurer sous forme de temps de réaction, de choix, de prise de décision, plein de choses comme ça. Et qu'est-ce que ça fait une fois que tu sais les zones qui s'activent?
En gros, si t'as cette partie imagerie, que tu dis bon bah voilà, quand je mange j'ai cette zone, quand je suis pas content j'ai cette zone, Ouais. est-ce que ça te permet de dire finalement à un être humain en état de fonctionnement bah en fait lui dire cette zone là ça c'est super, mais Mm. qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce Ah que bah je suis bien. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça me fait beaucoup rire parce que on le voit souvent dans les films. Tu vois, d'un seul coup, voilà, je sais pas, ils vont dire ouais, ils vont te mettre ces images là d'IRM avec les petites taches rouges là, et puis ouais, ils vont dire ouais, voilà, donc il y a une activité dans le gyrus, je sais pas quoi là, et tout le monde fait waouh, c'est incroyable. Mais bon, au final, bon, ouais, qu'est-ce que euh, mais super hein, mais qu'est-ce que super, mais qu'est-ce que j'en fais de cette info? Donc effectivement, bah ça c'est la bonne question. Et je pense que pour la plupart des gens, cette information elle est pas très utile. Elle va être surtout utile pour les chercheurs qui vont essayer de comprendre. Bah, peut-être que par exemple dans certaines maladies, on a une altération du fonctionnement de cette zone et donc du coup bah ça explique pourquoi bah on a une baisse de mémoire, pourquoi on a ceci, ou ça va nous permettre de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de certaines thérapies, identifier des cibles pour des médicaments, ou voilà, des choses comme ça, ou des donc traitements, ça ou des chirurgies. ok. Voilà, là c'est sur la vision la plus applicative dans le domaine clinique. Donc là, ce que Mais tu viens de après, dire, c'est hmm, comprendre le fonctionnement du cerveau, ça aide en fait à ouais, trouver des thérapies pour le cerveau. voilà, Ça va alimenter toute la recherche qui va. Ok, je comprends. c'est ça. Mais c'est pas que ça, hein. Ça, c'est Ouais. disons, ça c'est la façon la plus facile de comprendre l'application. Ok. Mais après, en fait, chaque fois qu'on découvre que dans tel contexte précis, avec tel mécanisme, eh ben, on arrive à obtenir, on voit que ça se passe dans telle zone de telle façon et que ça communique comme ça. En fait, à chaque fois, c'est une nouvelle brique Ouais. qui nous permet, une nouvelle pièce du puzzle, en fait, qui nous permet de mieux comprendre après Ok. comment tout ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que des fois, on se dit, bon, bah ouais, on voit des gens, littéralement, dans la recherche, ils vont passer 10, 15, 20 ans, peut-être sur la même zone ou sur les mêmes 3-4 neurones. Tu te dis, mais Oh à là là. quoi ça sert? Mais en fait, c'est cette accumulation. Chacun va apporter une petite pièce et à la fin, on va dire, ouais, ça y est, on a compris peut-être la majeure partie de la mémoire. On a compris tel mécanisme. On a compris. Et c'est comme ça. C'est ça toute la difficulté de la recherche fondamentale quand il s'agit de la communiquer aux gens. C'est que si tu leur dis juste, bah voilà, super, grande découverte, je sais pas, le gyrus fusiforme est impliqué à 300 millisecondes dans tel truc, bon, ok, les gens vont faire super, mais so what? Ok. Mais en fait, un chercheur du domaine, peut-être qu'il va dire, ça y est, c'était l'info qui lui manquait Mhm. pour lui avancer et passer à autre chose après et découvrir un truc encore plus grand, quoi. Ok. Voilà. Je rebondis sur Parce que le pour mot. finir là-dessus, je finis juste là-dessus parce Ouais, que bien sûr. souvent, on pense aux gens qui ont fait des grandes découvertes, qui ont eu le prix Nobel et tout, mais eux, en fait, si on pousse le trait, ils arrivent un peu en bout de chaîne, en fait. Ouais. En fait, avant eux, il y a eu plein de gens qui ont ouvert plein de portes, en fait, tu vois, et qui ont apporté plein de petites briques qui sont peut-être totalement inconnues et qui ont fait partie de ce grand mécanisme de la recherche mondiale, hein, parce que c'est mondial tout ça. C'est toute l'aventure de la science un peu. Je trouve que Exactement. c'est la beauté de la science. Tout le monde m'apporte sa petite Mm. brique jusqu'à qu'il y ait un changement de paradigme qui permet de changer la vie des gens. Je voulais rebondir sur t'as utilisé le mot mémoire tout à l'heure. Et comme j'ai vu que tu avais écrit un livre sur ça, comment ça fonctionne la mémoire dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe quand je mémorise une information? Il se passe plein de choses. Alors, alors effectivement, il se passe plein de choses, mais Si tu dois expliquer ça à un enfant, comment? on peut pas. Alors c'est compliqué. Déjà, il y a moi ce qui je trouve vraiment hyper important à comprendre, c'est que le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. Donc, Ok. il faut pas se dire que euh, je vois quelque chose par un œil qui serait comme une sorte de caméra, Mhm. puis il enregistre une sorte de fichier, et tac, ce fichier il est enregistré dans un disque dur qui est quelque part dans le cerveau. Ça serait absolument pas du tout la bonne approche pour comprendre ce qu'est la mémoire. Ok. Après, dire ce qu'est la mémoire, c'est un peu compliqué. En fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être, à un moment donné, dans le cerveau, Et il du va y coup, avoir, oui. avant de partir sur les mémoires, du coup, si Mm. c'est pas une caméra qui enregistre un fichier, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi le Eh modèle ben, plus réaliste? c'est ça, en fait. Le truc, c'est que, donc, il n'y a pas de microprocesseur, il y a pas de disque dur, il y a pas de, alors bon, il y a une sorte de semi-capteur pour, quand même, pour la vision, Mhm. ou pour l'audition, mais il n'y a pas ce système très linéaire et d'inscription avec un fichier qui est totalement continu, où il y a de l'information. Ouais. En fait, ce qui va se passer,
c'est que va y avoir des bouts, en fait, des fragments, en fait. Ok. Il va récupérer des fragments qui vont être liés en premier lieu à une chose extrêmement importante qui est notre attention. Donc déjà, il faut faire attention. Il faut que notre attention se porte sur quelque chose. Sinon, ça peut pas, voilà, ça peut Ça pas rentre rentrer, pas. en fait. C'est la porte d'entrée, on va dire. Déjà, il faut Si ça. je fais pas attention, C'est genre. le projecteur, tu vois. Donc si je marche dans la rue en écoutant une musique ou en écoutant un podcast, mon attention elle est sur ce podcast. Donc en fait mon cerveau il voit les voitures soit, mais c'est instantanément oublié. Genre t'as une espèce de Ouais. processeur qui te permet de vivre, mais ensuite c'est son attention qui va diriger le. Mais oui. Ok, wow, ok. En fait, ton cerveau, il est submergé d'informations au quotidien. Donc, il est et lui, il est limité. Voilà, c'est une réalité, on est tous limités. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on vit avec. Mais on est limité et donc il a besoin de filtrer. Donc il passe une bonne partie de son temps à filtrer l'information. Et l'un des meilleurs moyens de filtrer l'information, c'est grâce justement à cette focalisation, ou en tout cas ce filtre attentionnel, Ouais, ok. qui va permettre de se focaliser que sur certaines choses qui lui semblent les plus pertinentes. Voilà. Mhm. Donc, si l'attention elle est captée par quelque chose d'autre, et ben en fait, le reste de notre environnement, même s'il est devant nos yeux, même si même si on peut l'entendre, et ben en fait, il va pas être forcément mémorisé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, il faut imaginer que c'est une caméra, mais une caméra où il n'y a pas toute l'image, tu vois. Ah, ok, ok, ok. Où la plupart de l'image est floue, et en fait, ça se déplace un peu dedans en fonction de l'attention. Et puis ensuite, eh ben, c'est pas continu. Enfin, ça va être un petit bout par-ci par-là, hop, qui va mémoriser. On sait pas trop où, littéralement, où ça va être mémorisé, peut-être un peu partout. Bon. Il y aura peut-être un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, donc à différents endroits du cerveau. Je caricature, je schématise Ah, un ouais. peu, mais c'est un peu ça. Et puis après, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que quand on va essayer de se remémorer le souvenir, eh bien donc l'hippocampe, qui est la structure qui n'est pas là où sont stockés les souvenirs, mais qui est un peu le chef d'orchestre de la mémoire, lui, moi je sais pas quand, parce que je suis pas précisément un expert sur le chef, il faudrait demander à un expert sur la mémoire, qui a passé toute sa vie là-dessus, mais l'hippocampe, il arrive à retrouver les différents fragments, à les recomposer, et en plus, comme ces fragments, ils forment pas un souvenir continu, là le cerveau va recombler un petit peu les trous pour nous donner l'impression d'avoir un souvenir comme un film un peu. Oh wow. Mais en fait, à chaque fois qu'il fait ça, et c'est ça qui est incroyable, c'est que il va reconstruire le souvenir pour que toi tu y aies accès de façon consciente. Et ensuite, une fois que tu as fini d'avoir appelé souvenir, il va le réencoder. Ok. Donc en fait, à chaque fois, il va le modifier un tout petit peu. Tout petit peu. Donc à chaque fois qu'on va se souvenir de quelque chose, à la fois, il va le réencoder, donc il va être renforcé, mais en même temps, il va le modifier. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça montre bien à quel point c'est vraiment pas comme un fichier informatique, tu vois. Ouais. Un fichier informatique, j'ai beau ouvrir mon PowerPoint ou mon film 15 fois par jour, il n'est pas changé. Voilà, il sera toujours le même. Un souvenir, à chaque fois, il sera un petit peu modifié. Ce qui a des applications géniales, hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans les thérapies par rapport au trauma, c'est utilisé justement pour, entre guillemets, nettoyer un peu les souvenirs, les débarrasser un peu de leur contenu émotionnel un peu trop chargé, grâce à ça, grâce à ce rappel et ce réencodage. Voilà, ça peut avoir des applications formidables. Mais il faut bien avoir ça en tête que une bonne partie du souvenir, il va être un peu reconstruit parce que notre cerveau il va combler les trous, et donc il faut porter beaucoup de pincettes à un souvenir d'une situation qu'on a vécue, et parfois même on l'a pas toujours vécu, et des fois c'est même une reconstruction, on a même des faux souvenirs. Ouais. Voilà, c'est très fragile tout ça, très fragile. C'est Voilà. incroyable. Et donc tu peux modifier. Donc concrètement, c'est-à-dire j'ai un souvenir, ça s'encode dans mon cerveau parce que j'ai mis une Mm. attention spéciale à un Ouais. moment Ouais. et j'ai un souvenir, je me souviens de la couleur du ciel, de l'odeur de quelque chose. Plus tard, je me souviens de ça et quand je me souviens concrètement, mon cerveau, enfin, je revis un peu la situation. Genre, mon cerveau, il envoie un peu les mêmes signaux que le jour J. Mm. Ou c'est plus, c'est. C'est plus il va te reconstruire le souvenir pour que tu y aies accès, Ok. et après il Non. va le réencoder, mais Et voilà, rien, quoi. voilà, à chaque fois c'est comme s'il recrée un nouveau souvenir en quelque sorte. Ok. Ça Voilà. me fait penser à un truc que j'avais lu sur le pardon.
en disant en fait quand tu pardonnes ou quand tu fais ce travail de vouloir pardonner, c'est que tu modifies consciemment ton souvenir en disant en fait c'est pas simplement quelqu'un qui m'a fait mal, c'est un événement qui s'est passé, mais enfin genre tu t'essaies de dire la personne là c'est pas la coupable, et donc tu peux Hmm. modifier aussi consciemment tes souvenirs. Et c'est peut-être lié à ce que tu disais sur le Euh, trauma, quoi. oui, alors après c'est pas conscient, c'est pas volontaire, hein. C'est pas volontaire, mais Le trauma. effectivement dans le trauma. Mais après voilà, il y a pas mal de mécanismes qui se mettent en place pour par le cerveau de façon automatique pour aussi nous permettre de continuer à fonctionner, de continuer à vivre. Et donc il y a beaucoup de mécanismes, notamment des résultantes de trauma, qui se mettent en place comme mécanisme de survie aussi. Voilà. Ok. Donc c'est ça aussi que faut avoir en tête. Il y a beaucoup de choses qu'on développe dans notre vie et dans notre développement cérébral, parce que bah, c'est la meilleure façon qu'a trouvé notre cerveau de continuer à fonctionner correctement. Voilà. Et donc dans ce sens-là, parfois, ben c'est pas toujours la façon la plus optimale ou la meilleure façon de faire, mais c'est ce qu'il a trouvé de mieux à ce moment-là. Voilà. Donc, Ça permet de faut être aussi survivre. indulgent. Ok. Voilà. Faut être indulgent avec notre cerveau. Il se plante très souvent. Des fois, il est pas parfait, mais bon, la plupart du temps, il a fait ça pour nous aider, quoi. Voilà. C'est aussi ça. Ok, merci beaucoup. T'as parlé de l'attention et je sais pas Ouais. si on parlait avec toi de bouddhisme un peu. Il y a ce côté travailler son attention, essayer de la mettre là où ça a du sens. On parle aussi, enfin, de psychologie positive, mais comment, enfin, c'est quoi là, que dit la neuroscience sur l'attention? Comment tu travailles? Est-ce que ça peut vraiment changer ta vie de juste changer ton attention ou ta réalité reste Ah, un peu la même? alors, l'attention, c'est fondamental parce que sans doute une des choses les plus importantes au quotidien parce que toute notre expérience consciente du monde dépend de notre attention. Donc, Ok. si on ne fait pas attention à quelque chose, en quelque sorte, on pourrait dire que cette chose n'existe pas pour notre expérience subjective du monde. Ok. Juste Donc, parce que t'es en train oui, de penser sur un truc intéressant et mm, indispensable. Ce que tu dis, c'est que ta réalité, enfin, ton expérience subjective, c'est-à-dire que tu évolues oui, dans un truc dans un monde où il y a des milliards de choses, que ce soit visuelles, auditives, et là où tu mets ton attention, c'est vraiment ce que tu vis toi dans ton cerveau. Donc en fait, même si t'as exact, quelqu'un qui a les mêmes oreilles, les mêmes yeux, il a pas la même chose dans sa tête, quoi, à la fin. exactement. Alors ça, c'est une expérience qu'on peut faire très facilement tous ensemble. Si tu peux avoir vécu la même scène ou le même événement, mais 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes différentes auront vécu peut-être des choses très différentes Ouais, ok. parce qu'en fait, leur attention se sera portée sur des choses différentes, tout simplement. Marrant, quand même. Et, euh, et donc ça, c'est hyper important d'avoir en tête. Pourquoi? Parce que faut un peu s'imaginer. C'est souvent la métaphore que prennent justement les chercheurs sur l'attention. Donc pour ceux qui sont intéressés, je conseille de lire des très bons ouvrages de vulgarisation d'un chercheur qui s'appelle Lachaud, voilà, Ouais. qui est très très bon là-dessus Tu conseilles lequel de pour la vraiment show? décrire. Bah, il a fait des BD par exemple qui s'appellent La Bulle, je crois. Il Je me faudrait mettrai, regarder. J'ai pas les titres je en les note. tête, Non, mais je retrouverai, mais il je y a mettrai. plusieurs livres. Je pense que tous ces livres sont très bien. Ces livres et les BD. Les BD sont pas mal aussi pour les plus jeunes. Et donc, faut imaginer que, en fait, imagine, t'es dans le noir. Ouais, Voilà, ça c'est le monde. ouais. Et ton attention, c'est un projecteur de lumière. Donc, en fait, si c'est pas éclairé, tu vois pas. Ok. Bon, bah, c'est un peu ça. Donc, déjà, ça te montre à quel point l'attention, c'est extrêmement important. Si tu rajoutes à ça le fait que notre attention, elle peut être vraiment de bonne qualité quand elle est focalisée sur une seule chose. Ok. Voilà. Bon, bah forcément, ça limite beaucoup de choses, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est très compliqué d'être vrai. On peut pas vraiment être attentif à plusieurs choses en même temps. Ça sera pas de bonne qualité, ça sera un peu fluctuant, ça sera instable. Si j'essaye d'écouter une conversation alors que je regarde mon téléphone, bah, je vais rater un peu des deux, en fait. C'est-à-dire que je raterai quelques bouts de la conversation, je raterai quelques échanges sur mon téléphone, donc ça sera pas de qualité. Et c'est là où il est le problème, c'est que on a tendance à se faire capter notre attention par trop de choses en parallèle. Et ça, Pourquoi on bah, est ça aussi faible face à impacte, ça? bah, parce que l'attention, bah, c'est ce qui nous permet aussi de détecter les dangers.
C'est ce qui nous permet de détecter quand il y a une voiture qui nous fonce dessus, un bruit dans un buisson qui, quand on est dans la forêt, voilà, c'est un truc qui tombe, c'est voilà, Dans la, tous ces dangers, voilà. Donc notre cerveau, l'attention aussi va vite l'emmener sur des choses qui l'emmènent où il y a un signal pour la survie. Donc et ça, ça c'est pas pour rien que voilà les notifications, elles font un bip, ring, buzz, machin, des trucs comme ça. Ça marche bien parce que ça capte bien notre attention. Il y a la couleur, il y a de la lumière, il y a voilà. Et le problème, c'est que ça nous extrait de ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Et quand on comprend à quel point l'attention est précieuse, et ben là, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de la filer comme ça à tout va, tu vois? C'est précieux, c'est limité, euh, et la question qu'on doit se poser, c'est à qui j'ai envie d'offrir mon attention. Voilà. À qui j'ai envie d'offrir mon attention? Est-ce que j'ai envie de l'offrir à mes proches, à ma famille, à mes amis, à moi-même, à ma santé, à ce qui se passe dans ma tête, euh, à voilà, à des un choses, des gens qui ont projet, besoin d'aide, un projet, à des causes, voilà. Et où est-ce que j'ai envie de la filer à des notifications, des algorithmes, des gens que je connais même pas, qui m'envoient des photos, des trucs là, sur leur flux Instagram. Bon, voilà. ok. C'est ça la question. Et comment, merci, c'est hyper intéressant. Et ça me fait penser, moi, au premier doigt que j'ai mis dans la méditation dans ma jeunesse, mais, dans ma jeunesse. Bourg qui se bloque. Non, mais comment t'entraînes du coup? Parce que donc là, tu l'as dit d'un point de vue très macroscopique, à qui je donne mon attention. Donc tu vois, tu Oui. te dis, vas-y, maintenant, en fait, je vais choisir. Et je trouve que c'est un exercice hyper important à faire. Je m'étais fait ça il y a quelques années. Genre, c'est quoi ma semaine optimale? Tu vois, je vais passer combien d'heures dans quelle des activités? Mais il y a quand même toujours, dans la vie de tous les jours, je me balade dans la rue, je suis au téléphone avec ma grand-mère ou je parle avec un pote. Et en fait, bah, il y a un truc qui passe. Enfin, genre, il y a une fois que tu as fait ce travail conscient de dire où est-ce que, comment t'arrives bah, tu l'as dit toi-même, ça t'enlève de l'instant présent. Comment Ouais. cet instant présent? Alors, bon, déjà, moi, je pense qu'il faut pas être forcément dans une logique d'optimisation absolue, hyper perfectionnée, C'est etc. ton zen aussi. Voilà, faut aussi pas se mettre la pression parce que si on commence à se mettre la pression surtout et notamment pour voilà pour des sujets comme ça, on s'en sort plus. On va encore se rajouter du stress. Ouais, ok. Donc déjà soyons indulgents. Donc déjà soyons indulgents avec ces mécanismes que parfois on ne contrôle pas. Voilà, surtout quand on commence à prendre conscience de tout ça et à vouloir s'y mettre. Donc déjà première chose, démarrer la démarche, c'est déjà pas mal. Ok. Ensuite, bah là, tu parles, la situation dans laquelle tu parles, elle met aussi en évidence autre chose qui est hyper intéressant. C'est ce flux-là, ce flux dans lequel t'es. Tu me dis, voilà, je suis en train de marcher, je suis en train de parler à ma grand-mère, en même temps il se passe quelque chose, etc. Bon, bah déjà, ça veut dire que t'es dans un flux d'activité, où t'es en fait en train d'enchaîner du multitâche. Ouais, ok, c'est Et en vrai. fait, bah voilà. Et ça, en fait, là, typiquement, le multitâche, si on revient à l'attention, bah, l'attention, elle n'est pas bonne en multitâche. Voilà. Ok. Donc, elle peut pas être en train de penser à plusieurs choses en même temps. Notre cerveau, globalement, le multitâche, en ce qui concerne l'attention et plein d'autres mécanismes, c'est pas la meilleure façon de fonctionner. Ok. Lui, en tant que tel, le cerveau, il fait plein de choses en parallèle, c'est évidemment, parce que voilà. Heureusement, il gère tout un tas de choses en parallèle. Mais quand il s'agit de nous, notre expérience attentionnelle, là, non. Là, il faut vraiment être sur une seule chose à la fois. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Si on veut être dans l'efficacité, ça, c'est ce qui marche le mieux. Donc, bah, comment le mettre en place? Bah, tout ça, c'est pas si compliqué que ça dans les faits. Hein. C'est, bah, au lieu d'être en train de marcher, en même temps appeler sa grand-mère et d'être dans la rue, etc. Bah, faire les choses une fois, une par une, quoi. Ok. Voilà. Je veux appeler ma grand-mère, je m'arrête sur un banc, je prends mon téléphone, j'appelle ma grand-mère. Ouais. Une fois que c'est fini, je marche. Voilà. Ouais. Ça paraît bête, mais c'est hyper important parce que, typiquement cet exemple-là, on voit de plus en plus de collisions entre des piétons qui sont sur leur téléphone parce en fait, leur attention est ailleurs. Voilà. Ouais, Et, ils ont aucune et idée. donc, du coup, il y a eu une augmentation des collisions avec les bus, les tramways et les voitures. Quand tu rajoutes en plus que le conducteur de la voiture, il est peut-être
lui-même en discussion sur son téléphone, parce que même si t'es en main libre, ça change rien. L'effet Tension, elle est attentionnel, il là. est là. Ouais. Et bah du coup voilà, on se retrouve dans des situations où il y a des accidents mortels. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a des villes où ils mettent le feu rouge sur le sol maintenant, parce Ok. que les gens Ah, ont la waouh. tête penchée. Et donc il y a des villes Ah ouais. en Hollande et en Allemagne où ils ont commencé à mettre une ligne rouge sur le sol qui s'allume pour Oh, qu'on puisse le voir, quoi. Et c'est- moi je l'ai vu dans mon quotidien, des gens qui sont à 2 doigts de se faire renverser parce qu'ils ont traversé sans regarder. C'est Franchement, moi, aussi bête que ça. ça m'est déjà arrivé, hein. Voilà. Mm. C'est à la fois, Des collisions avec des vélos, voilà, des ouais. choses comme ça. Bon. À la fois, c'est intelligent de mettre une ligne sur le sol, à la fois, ça me fait un peu penser à Black Mirror, quoi. On est bien, c'est lent, on lève plus les yeux, quoi. Ouais, mais voilà, il faut être là. Justement, ils ont une réflexion intéressante. Ils se sont dit, ok, où est l'attention des gens? Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est là? Bon, bah, elle est par terre. Aller vers Bon, le bah, sol. on met le signal par terre. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, une fois que tu te rends compte de ça, tu dis, ok, Ouais, mon attention, c'est un peu je suis d'accord, c'est un peu la chose la plus précieuse que t'as. ouais, J'ai envie je choisis où est-ce que je fais. Tu fais l'effort de faire une chose à la fois, mais même quand tu fais l'effort sauf si tu t'enfermes dans une salle blanche, et encore, ouais. même quand tu t'enfermes dans une salle blanche, t'as encore ton cerveau tu parles avec ta grand-mère, il y a une partie de ton cerveau qui fait, d'ailleurs, t'as fait attention, c'est ça? Tu vois comment, euh, est-ce qu'il y a un entraînement qui te permet de vraiment, genre rester focus et de pas avoir ton cerveau qui toujours te balance, parce que finalement soit il te dit attends est-ce que t'as vu là, même si tu t'assis sur un banc, t'as une piétonne qui passe devant, tu lèves la tête, t'as un bruit, enfin genre Bien sûr. ça c'est Et il faut pas. Et encore une fois, je te dis, hein, c'est des mécanismes qui sont utiles, hein, donc il faut bien pas sûr. essayer de les annuler. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est normal. Après, et c'est aussi une sorte de super pouvoir de notre cerveau d'être capable de penser à des choses qu'il doit faire plus tard ou qu'il va faire plus tard et de pouvoir les planifier, alors que nous, on est là, on est dans une pièce et il est capable de réfléchir à ce qu'il va acheter, faire les courses, à ce qu'il doit. Ouais. Ça, c'est super utile. Donc, il faut pas essayer de l'annuler, ça. Et c'est normal que ça arrive et c'est normal qu'il y ait ces idées qui arrivent et voilà. En méditation, par exemple, pour revenir là-dessus, euh, alors je suis pas un expert de la méditation, encore une fois, mais ce que j'avais cru comprendre, c'est que justement une des choses qui sont travaillées en méditation, c'est justement ce caractère de se mettre un peu en posture d'observateur et justement d'accepter que bien les pensées nous surviennent, nous surgissent différentes façons, que peut-être notre attention va varier, elle va peut-être papillonner, Mhm. c'est pas grave, mais au moins juste de l'accepter et de l'observer. Et en fait, ce que j'ai l'impression de voir avec tous les gens que je côtoie qui font de la méditation, c'est que bah, petit à petit, cette façon-là permet petit à petit d'apaiser en fait Ce, voilà comment dire, ce flot de ce pensée, hein, brouhaha, ce ouais, flow, voilà. cette voix intérieure, C'est c'est vrai. ça. Et petit à petit, naturellement, en fait, en arrêtant de lutter contre ça, peut-être aussi, eh bien, ça va devenir de plus en plus facile. Ouais. Donc ça peut être une première chose. Donc la méditation, effectivement, il y a beaucoup d'études en neurosciences. Alors là, pour ceux qui veulent creuser, je conseille un autre chercheur qui s'appelle Antoine Lutz, Ok. qui est un chercheur à Lyon, qui a aussi travaillé aux États-Unis et qui est un peu un ouais, sans doute en France, hein, peut-être celui qui a fait le plus d'études là-dessus. Et donc, qui justement décrit ça très bien, justement en imagerie cérébrale. Et c'est pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus le sujet. Et on voit par exemple en méditation, bah, on va travailler des choses comme la meilleure gestion du stress. Donc on va diminuer le stress, on va améliorer le lâcher prise, on va améliorer la résilience. Voilà, certaines compétences qui sont très utiles au quotidien. Ouais. Et certaines personnes aussi témoignent aussi avoir une amélioration aussi de leur capacité attentionnelle. Voilà. Mais retrouver, peut-être que c'est juste qu'elles retrouvent peut-être plus une meilleure capacité. Cela étant, il y a d'autres choses très simples qu'on peut faire. Pas Que besoin moi de je se pense mettre en déjà qu'on tailleur et méditer pendant pas 15 besoin. minutes. Ça peut être très positif, Ouais. mais c'est pas obligatoire. Si on veut travailler juste l'attention, il y a un truc tout bête, mais c'est quand la dernière fois où t'as tout coupé, tous les téléphones et machin, toutes les notifications, que je sais pas, t'as pris
n'importe quel objet. Voilà, par exemple, moi j'ai ça sur mon bureau. Voilà, bon, j'ai ce petit origami là qui c'est un m'avait été petit offert origami. Super au mignon. Japon. Voilà. Moi, j'ai un verre Bon, de rhum. ça peut être une plante. Bon, bah, Ok. voilà. Voilà. C'est quand tu as pris un objet et que tu as tout coupé, tu as lancé un chrono de, je sais pas, 2 minutes et tu as essayé de te concentrer à regarder cet objet de façon ultra attentive. Tu vois? Bon. Ça fait longtemps que Bah, j'ai... ça, eh ben voilà. Mine de rien, je pense que retrouver des petits moments, 1 minute, 2 minutes par jour peut-être, où vraiment, on va reprendre cette habitude de se concentrer de façon soutenue. En fait, là, on va travailler autre chose qui va être l'attention soutenue, Ouais. notre capacité à maintenir notre attention sur le temps. Eh ben, ça, déjà, le fait de le faire régulièrement, je pense que ça peut Ok, c'est un faire exercice. beaucoup de bien. Voilà. Et est-ce que cet exercice, tu peux parce que ça me fait, si on prend encore l'exemple de l'appel avec la grand-mère, tu vois, est-ce que tu Mm. peux, ou même du travail, est-ce que tu peux l'appliquer à des trucs plus larges en mode, bah, ok, là, je vais appeler ma grand-mère et je vais me forcer à rien faire d'autre et à ne rien, mais genre, tu vois, vraiment, tu te mets cette volonté, Ouais. dont tu vas le faire, hein, mais tu diras, ok, je reste là quand même. Ça peut, Bah voilà. Bah oui, tous ces moments, en fait, c'est revenir à du ouais, ça. monotâche. C'est un Ok. peu ça. Ouais, Et on forcément. peut le faire avec tout. On peut C'est le faire marrant. avec tout. Euh, par exemple, pour te donner, alors là, on sort du champ des neurosciences, plutôt sur l'aspect perso, donc il n'y a Ouais. pas forcément de lien direct, mais un petit peu, parce que en fait, tout ce que je vis, forcément, il y a un peu un mélange des deux dans ma tête, en Bah, tout cas, évidemment, pas évidemment. forcément sur le papier. Mais j'étais dans un temple au Japon, où dans un temple zen, et bon bah dans les temples, souvent tu as dans ta journée, tu as un moment où tu vas nettoyer, tu vas balayer, tu vas nettoyer le temple, etc. Donc tout le monde fait ça tous les jours. Et donc par exemple, moi donc là je devais passer l'aspirateur dans la salle où on faisait la méditation justement. Mhm. Je passais l'aspirateur, et à un moment donné, bon j'ai aussi balayé, j'ai aussi enlevé les feuilles sur bon, enfin tout un tas de trucs comme ça, on nettoyait. Et à un moment donné, il y a le moine qui me dit Thibaut, là t'es pas en train de nettoyer. Là c'est pas du nettoyage, c'est du zen. Ah d'accord. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'il me disait là? Il me disait Ouais. qu'en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment j'étais pas sur mon téléphone, j'étais vraiment concentré T'étais totalement dans ce absorbé que je sur ta faisais. tâche, quoi. Voilà. Ouais. Mais j'étais en train de nettoyer. Non, je faisais pas un truc incroyable. Mais j'étais en monotâche. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris avec moi, avec mon bagage et ma façon de voir le monde. C'est ça, de me dire, tiens, bah là, j'étais en fait en train de faire du monotâche et j'étais en train de vraiment être pleinement dans cet instant de passer l'aspirateur. Voilà, ce que j'essaye de faire chez moi aussi, et voilà, donc j'essaye mais mine de rien, je passe l'aspirateur de façon beaucoup plus apaisée maintenant, parce que je me dis, je suis pas en train de passer l'aspirateur, je suis en train de faire du zen, en fait. Donc, Et attends, on va revenir au zen, voilà. mais moi, ça me fait penser à l'état de flow, Mm. qui est un peu cet état où tu fais en fait en effet un truc et juste, j'avais lu une Ouais. chose, et je sais pas si l'aspirateur ou c'est le cas, mais en gros, il disait, pour être facilement absorbé, du coup, dans une activité, il faut qu'elle soit à la fois assez challengeante et intéressante pour que tu sois quand même, et nettoyer, c'est pas si évident que ça, tu vois, faut être en train de regarder et tout. Et à la fois, faut qu'elle soit, pas non plus trop difficile parce que sinon tu t'es un peu bloqué, quoi. Et donc Mm. c'était une explication qui disait que si tu voulais vraiment t'absorber, mets-toi des tâches où tu sais que ça va être sympa, challengeant, mais pas trop. Et là, ça y est, tu t'absorbes pendant quelques temps, quoi. Absolument, ouais. C'est ça, il y a l'aspect motivationnel, effectivement, qui est Ouais. important, Ouais, bien clairement. sûr. Et oui, oui. Oui, après, pour revenir au flow, effectivement, alors c'est un état euh, subjectif d'attention très fort, de concentration très fort. Effectivement, on peut ressentir quand on est dans ce moment-là, qui peut arriver dans plein de contextes différents, hein, Ouais. où on a l'impression que un peu le monde extérieur disparaît en quelque sorte. Mm. Bah, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Quand on est vraiment très attentif, il faut imaginer que c'est vraiment comme un projecteur qui se met sur quelque chose, et en fait tout le reste disparaît en quelque sorte pour notre cerveau. Donc c'est un peu le corollaire de ce que je disais tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est passionnant, mais je partagerai les liens que tu as parlé, enfin dont tu as parlé sur la méditation, sur l'attention de Lachaud et de Antoine Lutz. Euh, Oui.
Qu'est-ce que disent les neurosciences sur l'amour? Est-ce que c'est Ah. quelque chose qui est réel ou c'est Bah, un... déjà, alors première chose, les neurosciences n'ont pas à dire quelque chose sur tout. Voilà, Qu'est-ce ça c'est qu'elles la ont trouvé? première chose. Ok. Les neurosciences n'ont pas forcément vocation à donner des commentaires ou des. Et moi, je ne suis pas les neurosciences, donc je ne suis pas l'ensemble de tout ça, donc j'ai encore moins de choses à dire. Mais le sur l'amour, alors l'amour, c'est le problème, c'est que c'est compliqué pour les neurosciences d'étudier l'amour parce que Ok. c'est quelque chose de très très complexe et très qui peut être défini de façon différente en fonction des disciplines, qui peut être défini de façon différente en fonction des gens. Donc c'est compliqué. Il y a des choses. Alors moi j'ai vu passer des choses, mais vraiment je suis pas du tout expert du sujet, mais qui sont plutôt des aspects plutôt neurobiologiques. Donc sur comment on va essayer d'analyser ça sous l'angle de certaines hormones, certains neurotransmetteurs. Voilà, on va voir les récepteurs sur les neurones, etc. Mais ça va être souvent en fait des études où on va faire une extrapolation Ok. de choses qu'on va mesurer à l'échelle peut-être d'un neurone ou d'une population de neurones dans un groupe d'individus, et peut-être même pas chez l'humain, des fois ça va être chez le rat, des fois ça va être chez le chat, le chien, bon, le singe, bon, c'est bon. Et après on va se dire qu'on peut extrapoler ça à un comportement humain. Bon, là, pour moi, on touche sur des questions où ça devient, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de répondre. Voilà. Ok. Pas de Faut souci. faire attention à ça. Les neurosciences, elles peuvent apporter plein de choses très pertinentes dans plein de sujets, mais elles sont limitées par ce côté où elles mesurent quelque chose d'extrêmement précis dans un contexte très précis et dans un environnement qui est le laboratoire. Et je veux dire, quand tu vois un IRM ou une magnétoencéphalographie ou un endroit où on fait d'électroencéphalographie, peu importe la méthode, ça ressemble pas à la vie quotidienne, hein. C'est une salle toute blanche avec deux trois chaises et un gros truc énorme où tu te mets dedans, t'es comme ça. Non, c'est pas bon. Et bon sang. C'est voilà, c'est pas la vie, c'est pas la vie. Donc voilà, on peut prendre des petits éléments, voir comment ça nous informe sur certaines choses, mais on peut pas extrapoler des choses aussi complexes que l'amour pour Hmm. l'instant. Ok. Pour l'instant, en tout cas. C'est très scientifique et humble Voilà. de répondre de cette manière. D'autres Voilà. auraient, Voilà. c'est là qu'on reconnaît, non, mais c'est là qu'on reconnaît la vraie méthode scientifique, de plutôt de dire, en fait, je préfère pas dire des bêtises. Et est-ce que les neurosciences disent quelque chose sur la peur? Et Ah oui, en là fait, par contre, oui. derrière ça, ma question, c'est, on parle beaucoup de la peur, et moi, j'ai eu beaucoup longtemps cette croyance que c'était le frein maximal de l'humanité, ce qui crée la haine, enfin, c'est la peur, l'inconnu, le manque de connaissances. Et de temps en temps, Hmm. je lis, j'ai l'impression que la peur peut être aussi, tu vois, en ayant peur que tu surpasses, ça peut être aussi, enfin, qu'est-ce que toi t'as appris sur la peur avec la neuroscience? Alors là, pour le coup, les neurosciences et la biologie en général ont beaucoup étudié la peur, et la Ouais, psychologie aussi, psychiatrie, parce qu'en fait, c'est au cœur de troubles comme les phobies, l'anxiété. ouais. Donc c'est hyper important. Euh, donc la question se pose, par exemple, est-ce que ça serait formidable d'avoir une vie sans peur? Bah ouais. Eh bien, il se trouve que il y a des personnes pour qui c'est arrivé, Des c'est-à-dire que maladies. suite à des maladies, voilà, Ok. ils ont eu une lésion ou un problème dans une zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Ouais. Et donc l'amygdale, il y en a deux, donc une dans chaque hémisphère. C'est tout petit, hein, c'est juste à côté de l'hippocampe. On en parlait, c'est collé à l'hippocampe. Et c'est la zone, on pourrait dire, qui est un peu la zone emblématique de la peur. Ok. Et, Amical. et donc quand on n'a plus ces amygdales, bah, littéralement, on n'a plus peur. C'est-à-dire que euh, ces personnes-là, elles ne ressentent plus la peur, elles ne détectent plus la peur, et on pourrait se dire c'est génial, elles vont avoir une vie très aventureuse, elles seront plus bloquées, elles auront plus aucun frein, plus aucun obstacle va se dresser sur leur route. Ok. Bah, en fait, leur vie est plutôt assez compliquée en fait, parce que ils se retrouvent dans des situations parfois risquées, parfois où ils ont du mal à comprendre les dangers qui vont se mettre devant eux. Ils vont se retrouver dans des situations
Là, je pense justement à une patiente très connue qui a été un peu la patiente emblématique de ces études-là. Je crois qu'elle vivait dans un quartier un peu difficile et elle arrêtait pas de se retrouver dans des situations limite elle se faisait agresser, etc. Parce que justement là, il lui manquait cette Cet cette instinct de... capacité à détecter, voilà, à détecter les situations de danger. Donc c'était au contraire presque handicapant dans sa vie. Ok, c'est marrant. Euh, donc voilà, donc ça, faut pas. La peur, c'est utile. Ça nous permet de détecter les dangers. En fait, toutes les émotions sont utiles. Ouais. Elles nous servent toutes à... C'est pour ça que la colère est utile, la tristesse est utile, la joie est utile, toutes ces, même les émotions dites négatives. Mhm. Hein, je veux dire, la colère, elle nous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui, elle nous donne cette motivation de lutter contre une injustice, par exemple. Tu vois, la colère. Ouais. Bon, Ok. ça, c'est utile. La tristesse, elle va nous permettre de nous rassembler suite à quelque chose qui a affecté notre groupe ou notre communauté, tu vois. Donc elles vont déclencher des actions, des comportements qui vont être hyper bénéfiques. Donc c'est pour ça qu'elles sont là, ces émotions. Parfois, par contre, bah des fois elles nous dépassent et des fois elles sont là quand il faut pas parce que il y a un problème quelque part dans le cerveau ou dans notre développement ou autre. Ou alors elles sont là trop longtemps, ou elles sont là que quand il n'y a pas de, ou de façon trop intense, etc. C'est le cas des phobies ou des troubles anxieux comme que j'ai évoqué. Où là, on suppose va y avoir justement une hypersensibilité ou une hyperactivation de l'amygdale que j'évoquais. Ok. Donc voilà, donc bah, les neurosciences, par exemple, sur la peur, elles utilisent beaucoup l'amygdale. Pendant longtemps, ça a été d'essayer de comprendre justement bah, où était cette zone, donc quelle était. Donc on a compris que c'était l'amygdale, qui était un peu une des zones très important dans la déclenchement de la peur. Et puis après, on s'est rendu compte que bah c'était pas que l'amygdale et qu'en fait, ça c'est valable pour quasiment tout ce qui se passe dans le cerveau. C'est pas une seule zone à chaque fois. C'est pas on a cette approche localisationniste, c'est-à-dire qu'on se dit telle zone égale telle fonction, mais en fait, maintenant on se rend compte que c'est plutôt des réseaux de structures qui communiquent entre elles de façon très spécifique dans des cas très précis. Mais par exemple, l'amygdale, elle va dialoguer avec l'hippocampe qui est à côté, elle va dialoguer avec le cortex préfrontal qui va permettre la régulation de l'émotion. Et donc, il va y avoir des boucles qui vont se créer en permanence entre les deux. Et c'est valable pour toutes les émotions. En fait, il y a ça, il va y avoir les émotions qui vont peut-être être activées dans le système limbique, qui va être très profond dans le cerveau. Et puis après, on va le retrouver au niveau cortical, donc au niveau préfrontal, où là, ça va être plutôt de l'analyse, de la rationalité, la prise de décision, etc. Mais c'est pas linéaire. Des fois, ça va être l'un qui va activer l'autre. Des fois, c'est l'autre qui va inhiber l'un. Donc c'est vraiment un dialogue en permanence qui se passe entre les différentes zones du cerveau. Et donc c'est ça qu'on essaye de comprendre aussi. C'est un peu d'essayer d'analyser un peu ce film-là, un peu à quel moment, est-ce que c'est à 100 millisecondes, 200 millisecondes, 300 millisecondes. Voilà, on est sur des choses très très précises en termes de temps. Mhm. Et puis après, à quelle fréquence, est-ce que les neurones ils vont être activés plutôt dans telle bande de fréquence, parce qu'il y a les ondes cérébrales, alpha, bêta, gamma, delta, etc. Donc on voit voilà en fonction de ces bandes de fréquences, on va se dire ah, tiens, ben, finalement c'est comme ça qu'elle va communiquer avec telle autre zone. Voilà, c'est un peu ça qu'on essaye de comprendre. Quels sont ces réseaux euh, et comment ils communiquent, comment ils s'activent, dans quel contexte, etc. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est très, en fait, plus on avance et plus on se rend compte que c'est très compliqué en fait. Ouais, mais comme tout, C'est hein. J'ai l'impression que et c'est voilà. là. Je sais plus si c'est pas un paradoxe ou un biais. C'est en gros, c'est une étude, mais j'ai l'impression d'en parler tout le temps dans ce podcast, mais c'est un truc qui dit que plus tu connais, genre en gros quand tu commences à découvrir un sujet, bah tu te crois que t'es hyper fort, puis tu avances un tout petit peu, tu Ouais. descends dans la vallée de l'humilité, et en fait c'est au bout de 10 ans que tu te rends compte que qu'en fait non, tu commences à comprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu le Ouais. sujet. Euh, c'est Ouais, ouais. hyper intéressant ce que tu as dit sur les émotions négatives en disant la colère, elle va me mettre en mouvement pour lutter contre l'injustice, la tristesse, elle va permettre de nous rassembler. Ça, c'est l'aspect constructif. Néanmoins, la colère, je la vois plus comme quelque chose. Il y a quelque chose qui mérite. J'ai une réaction un peu bête, que ce soit un ami, un truc dans la rue, tu vois. Et c'est souvent plutôt destructeur. Enfin, souvent. Je veux pas, encore une fois, aucune idée. Peut-être Ouais. que c'est égal, hein. Mais c'est parfois destructeur. Est-ce que t'as des conseils à donner pour ceux bon, je pense que enfin pour ceux qui se mettent en colère rapidement, pour maîtriser cette colère et être capable qu'elle nous en pète pas la vie, et pareil pour la tristesse, tu vois, comment t'as des conseils à partager sur ça? Alors là, moi, le conseil, le seul conseil que j'aurais là-dessus,
parce que voilà, j'ai pas forcément de conseils à donner aux gens et de voilà leur dire comment ils doivent vivre. Ouais. Mais si voilà, c'est vrai que donc les émotions, elles ont un rôle, mais parfois elles peuvent nous amener à faire des choses qu'on peut regretter ou qui sont pas adaptées, voilà, ou qui peuvent Mm. être destructrices aussi Ouais. pour notre vie ou celle des autres. Donc ça, c'est vrai. Là, on est du coup sur un sujet où en fait on n'arrive pas à trouver un équilibre par rapport à ces réactions émotionnelles. Donc soit c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer, je sais pas si c'est la colère, est-ce que on a du mal à gérer son impulsivité, on a du mal à gérer sa Ouais. frustration, Ouais. ça peut être des choses comme ça. Bon, bah ça, là, moi ce que je dirais, ce que je conseillerais si on est dans des situations comme ça, c'est d'aller consulter un professionnel de la santé mentale, en Ok. l'occurrence un Tout simplement. psychologue ou psychiatre, qui vont avoir en fait beaucoup de méthodes pour réussir à parfois réentraîner, réapprendre à avoir un meilleur fonctionnement, un meilleur équilibre entre guillemets dans ces mécanismes émotionnels. Et ça, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui existent en thérapie sur ces sujets-là. Donc il n'y a pas besoin d'être dans voilà, il faut pas se dire que le recours à un psychologue ou un psychiatre doit être là uniquement quand on est On est au bout. convaincu qu'on a un problème pathologique et que on est au bout du bout du bout. Ok. Non, des fois, peut-être il y a les taux quand on se dit qu'on n'a rien de spécial, mais tiens, en ce moment, ces derniers temps, je suis plus irritable. Avant, j'étais pas comme ça, mais ces derniers temps, là, dès qu'il y a un truc, là, je pars sur les chapeaux de roue, là, ça va pas. Bon, ça peut être une bonne raison d'aller voir un psychologue, parce que le traiter tout de suite, ça peut peut-être éviter, en fait, que ça se développe et que ça se pose plus de problèmes plus tard. Et puis aussi, il y a des petites choses des fois du quotidien comme l'irritabilité, des fois on est un peu plus triste qu'avant ou l'impulsivité, etc. qui des fois sont des signaux en fait pour des choses beaucoup plus peut-être plus qui nécessiteraient une prise en charge plus grande ou un suivi. Donc notamment par exemple le stress chronique qui peut vraiment être ou le burn-out ou des choses comme ça. Donc ça vaut le coup de dès qu'on sent voilà qu'il y a un petit truc qui commence à moins bien fonctionner au même titre, voilà, qu'on l'aurait avec la santé. Tiens, en ce moment, j'ai des brûlures d'estomac régulièrement. Bon, ça choque pas les gens d'aller voir le médecin. Ouais. C'est pareil, l'irritabilité, je sais pas, on pourrait se dire que c'est un peu comme sur des brûlures d'estomac qui Ouais. revient dans notre cerveau. Bah oui, faut aller, ouais, ça vaut le coup d'aller voir un psychologue, en l'occurrence, je pense, dans ce cas-là, pour voir s'il n'y a pas, voilà, quelque chose à régler ou peut-être que ça sera réglé en quelques petites séances. Et voilà. Ok, je te remercie. Merci. Très, très bon conseil, je pense. Et Mm. j'en profite pour noter, ce que j'ai regardé il y a pas longtemps. Il y a un dispositif français où tu as les psys complètement remboursés. Tu passes 3, 4 ou 10 séances de psy Oui. remboursées. Donc, Mm. c'est l'occasion de sauter dessus. Tout à C'est fait. passionnant. C'est passionnant ce que tu dis. Euh, depuis tout à l'heure, on parle du cerveau et de notre fonctionnement comme s'il y avait un peu un truc unique. Et la dernière fois qu'on a parlé, tu m'as parlé des différents modes de fonctionnement. Donc, en fait, c'est encore plus complexe de ce que ça. C'est quoi les modes de fonctionnement du cerveau? Les modes de fonctionnement, alors, à quoi tu fais référence là Je ne sais exactement? plus. J'avais noté qu'on avait Hmm. différents, c'est pas états mentaux ou différentes manières. De... Euh, ben, comment dire? Je sais pas si on a différents états, mais ou différents modes. Tu vois, en fait, par exemple, on parlait Euh, tout à l'heure hmm. du mode de flow où t'as ton attention. On a peut-être un mode où t'es Ah oui, en peur, en stress. C'est peut-être ça. oui. Oui, alors il y a oui, alors on peut décrire des modes, c'est-à-dire effectivement, ça c'est plutôt une approche dans la recherche où en fait on va essayer de catégoriser des modes de fonctionnement, mais c'est par exemple on a le mode par défaut, par exemple. Bon, on l'a appelé comme ça parce que c'est l'état supposé du cerveau quand il fait rien de spécial, quand on lui demande rien de faire quelque chose de particulier. Voilà. Ok. Donc on l'a appelé le mode par défaut. Voilà, mais c'est plus une façon de parler. Dire voilà. Bon on se C'est un dit peu que l'écran de voilà, veille Windows avec le truc. c'est un peu ça. Donc ça, typiquement, là, donc du coup, ça nous permet de savoir dans les études, voilà, on va regarder quelles sont toutes les études qui ont été faites en mettant le cerveau en mode par défaut. Donc, il va y avoir des protocoles de recherche qui vont essayer de faire en sorte, parce que c'est difficile de faire en sorte que quelqu'un ne fait rien de spécial. Donc, ça va être justement l'enjeu méthodologique là-dessus. Mhm. Donc voilà, ça va permettre de revoir les études, etc., qui vont sortir sur les sujets. Et là, on va voir qu'il y a donc le réseau du mode par défaut qui est
ce réseau de structures dans le cerveau qui va s'activer dans cet état-là, dans ce contexte-là, et qui est extrêmement important dans le cerveau, extrêmement important. Ok. C'est celui que j'évoquais quand en fait on s'ennuie, quand on rêvasse, quand on attend le bus, tout ça. Là, on active le réseau du mode par défaut. Donc c'est peut-être à ça que je faisais référence. Et Et ce réseau, il est hyper important pour la mémoire, la concentration, la prise de décision et la créativité aussi. Donc tous ces petits moments où on fait rien de spécial, nous on a l'impression de rien faire, mais en fait on fait travailler notre cerveau en fait. ok. Donc c'est vraiment utile. Voilà. Donc en fait, ce mode par défaut, c'est quand tu dis un truc où tu fais quasi, tu rêvasses, tu t'ennuies, t'es dans le bus, à Ouais, la tête et tu regardes, et ça, même si toi tu crées rien consciemment, ton cerveau lui derrière, il se nettoie, il te permet ensuite d'être plus, c'est quoi, exact. c'est limite comme une petite sieste, Alors c'est même pas une sieste, hein, parce que la sieste, c'est une sieste pour toi, ouais. tu es presque en train de dormir, donc Ouais. ça pourrait être, hein, ça pourrait si t'es pas en train de dormir, mais le sommeil c'est encore autre chose, tu vois. Ok. Donc Ok, c'est autre c'est chose que, c'est autre chose. Mais il se passe aussi plein de choses durant le sommeil qui sont extrêmement importantes pour le cerveau et notamment pour la mémoire. Mais voilà, il y a c'est extrêmement important. En fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il y a des moments où nous on fait rien, mais notre cerveau lui il travaille. Le sommeil en est un exemple. La rêvasserie, donc l'activation du réseau du mode par défaut, en est un exemple. Là. Et il y a différentes choses comme ça. ok. On croit qu'on fait rien, mais effectivement, notre cerveau travaille. Voilà. Et il y en a besoin. Il y en a besoin pour fonctionner correctement. Excellent. On en a déjà parlé un peu, la partie écran, la partie attention. Je pense qu'on est tous conscients que les écrans, les réseaux sociaux et tout ce qui est lié à ça, ça a plein d'aspects sur notre mental. C'est aussi un si, enfin pour moi c'est tellement une addiction et ça contrôle toute la, enfin ça peut attraper notre attention. Donc dans ce livre, j'arrête de scroller ou presque. Mm. Qu'est-ce que t'expliques, qu'est-ce que tu proposes sur face à ce problème? Alors déjà, effectivement, l'une des premières choses, c'est que là, il y a tout un chapitre sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, Ouais. parce que ces dernières années, il y a eu plusieurs études assez préoccupantes là-dessus. Et on a vu donc effectivement qu'il y a une dégradation de la santé mentale chez les adultes et aussi chez les plus jeunes. C'est ça qui est plus inquiétant. Les plus grosses augmentations, elles ont été observées chez les 18-24 ans. Donc on a vu une augmentation de presque 10% des troubles de santé mentale, donc Dans le monde, genre détérioration en France ou pas? dans le monde. Alors là, j'ai le livre devant les yeux. Hein. 18-24. En France, c'est 10%, ouais. Oh. Donc en gros, on observe une Pour augmentation de les problèmes de 18-24 ans, de santé mentale. Dégradation, ouais. Ok. Hausse de 9 points entre 2017 et 2021. Et on retrouve ces chiffres dans les études dans d'autres pays. Hein. C'est pas spécifique à la France. Ok. Et en fait, la question qui se pose derrière ça, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'usage des réseaux sociaux et la dégradation de la santé mentale? Parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a la guerre, il y a le Covid, il y a eu plein de choses qui ont impacté. Mais malgré tout, on retrouve maintenant un lien parce que pendant longtemps, on avait du mal à en parler parce les quelques études qu'il y avait sur le sujet montraient que des corrélations. Donc, on voyait une corrélation entre plus je passe de temps sur les réseaux sociaux, plus je me sens seul. Par exemple, donc, augmentation du sentiment de solitude. Donc, on voyait qu'il y avait une corrélation. Mais est-ce que c'est parce que je passe plus de temps que je me sens seul, ou est-ce que c'est parce que je me sens seul que je passe plus de temps? Ok. Si tant est qu'il y a un lien entre les deux. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Et évidemment, trouver un groupe contrôle pour vraiment avoir une étude de causalité, c'est-à-dire on a des gens, Ils n'ont pas de réseaux il faudrait qu'il y ait sociaux. un groupe qui n'ont jamais eu de réseaux sociaux et qu'on va leur mettre les réseaux sociaux pour voir les faits, c'est un peu, un peu difficile à trouver aussi. Donc du coup, maintenant il y a des études où en fait ils ont fait ce qu'on appelle des interventions. Ils ont pris des gens qui ont une utilisation classique des réseaux sociaux et ils diminuent leur usage ou carrément ils l'enlèvent. En général, ils le diminuent parce que l'enlever, ça peut être aussi problématique, peut être stressant, etc. Et donc après, ils voient s'il y a une amélioration de tous les autres indicateurs. Par exemple, si on prend le sentiment de solitude, et on voit qu'effectivement, quand on diminue le le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, on récupère
voilà, un meilleur bien-être, et on diminue certains paramètres, certaines mesures, au niveau lié à la santé mentale en général. Donc ça peut être le sommeil, ça peut être l'anxiété, ça peut être voilà, plein d'éléments comme ça, les émotions négatives. Voilà. On voit tout ça qui se améliore. Donc du coup, maintenant, on a une approche où on a un lien un peu de causalité Est-ce que qui c'est pas un commence peu, à émerger. est-ce que c'est pas un peu la science qui valide ce que dans le fond on a un peu ressenti? Parce que t'as pas besoin de faire des études pour savoir que quand t'as passé une heure à swiper, à regarder la vie des gens qui font des piscines, à la fin tu te sens un peu mal. Je veux pas caricaturer la Ouais, science. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc, bah, et puis, on parlait du temps et de l'attention. Quand t'as passé 2 heures à faire ça, t'as pas passé 2 heures avec ton ami, t'as pas passé 2 heures à faire du et oui, sport. Tu vois, c'est aussi un peu, ça valide eh enfin ben quoi. oui, bien sûr, c'est ça, ça valide, mais il faut être très très vigilant parce que c'est justement quand on est convaincu d'un truc, Ouais, ça. où c'est là, il faut vraiment garder les antennes bien ouvertes parce que c'est là qu'on peut voir des effets où il y en a pas. Donc il faut faire attention et pas être convaincu de trop fortement de quelque chose avant de lire des études parce qu'on peut aussi avoir un autre biais de confirmation donc qui peut nous faire croire que les études disent tout ce qu'on veut entendre. Donc il faut faire attention à ça. Et donc c'est pour ça que les chercheurs, je pense, étaient prudents. Et donc voilà, maintenant il y a de plus en plus, mais le débat continue. Il y a encore des débats là-dessus. Hein. Ouais, non. Mais quand même, il y a beaucoup d'éléments sur la confirmation d'un lien de causalité aussi sur les. Là, ce qui avait fait beaucoup de bruit, c'était aussi l'impact sur les troubles alimentaires, la perception corporelle et les troubles alimentaires chez les jeunes femmes. Donc là, il y avait plusieurs études qui étaient sorties là-dessus, qui étaient assez inquiétantes aussi, parce que l'algorithme, en fait, il va présenter sur Instagram certaines typologies, certaines morphologies corporelles. Et en fait, le fait de la revoir, tout le temps la même forme de corps, eh bien, en fait, au bout d'un moment, notre cerveau, ça va avoir un effet sur lui. Donc ça, c'est pas anodin. Ok. Donc voilà. Et donc la question qui se pose derrière tout ça, c'est pourquoi on continue à faire ça alors qu'on sent, comme tu le dis, on sent que c'est pas bon. On sent que après 2 heures d'Instagram ou de TikTok, on se sent pas forcément bien. On n'est pas, voilà, on sent pas avec l'envie de tout, de se dépasser, voilà, super les émotions, etc. En général, ça déclenche plutôt des émotions plutôt négatives. Et ça, beaucoup de gens le montrent aussi dans les études que leur usage leur fait ressentir plutôt une expérience plutôt négative. De la vie. Mais malgré tout, on continue à y aller. Donc, c'est là que ça touche à un autre sujet qui est la question de l'addiction. Parce que Ouais, ça, c'est un des éléments qu'on retrouve dans les addictions. C'est-à-dire le fait qu'on sait que c'est mauvais pour nous, mais quand même, on continue parce qu'on est pris dans ce truc-là. il y a une partie de nous qui Notamment aime. parce que l'attention. Bah, il y a une partie de nous qui croit peut-être qu'elle aime, mais c'est compliqué, hein, les addictions Ouais, c'est là-dessus. l'addiction. Euh, donc, est-ce qu'il y a une addiction par rapport aux réseaux sociaux, etc. Alors, c'est un peu difficile à dire. Premièrement, parce que déjà l'addiction, c'est quelque chose qui est de domaine clinique, médical. Donc c'est un diagnostic qui doit être posé par un professionnel de santé. Donc voilà. Donc on peut pas dire comme ça addiction à tort et à travers. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise. En revanche, il y a une étude, et là c'est celle que j'avais aussi vue qui était vraiment hyper intéressante. C'était une étude de l'OMS, donc qui montrait, euh, qui étudiait, comment dire, l'usage problématique, qui est un peu on pourrait dire l'état précurseur, on pourrait dire de l'addiction. Et eux, ils ont fait donc dans ce rapport de l'OMS, il y avait une méta-analyse qui avait été faite sur 83 études dans 24 pays différents, d'accord, Ok. Donc, les études, qui montrait tous que sur le téléphone et l'utilisation du téléphone, quoi. exactement, et le temps d'écran aussi, ils avaient rajouté ça. Qui montrait que l'usage problématique des smartphones, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'usage équilibré, où on se dit ok, bah je le prends quand je veux, j'arrête quand je veux, etc. Là, on est sur un usage problématique, c'est-à-dire les gens commencent à avoir une perte de contrôle. Eh bien, il était en hausse. Et la plus grosse hausse, c'était chez les 15-35 ans. Donc, c'était là qu'on voyait une hausse la plus élevée, donc qui était corroborée chez 33 831 participants. Donc, quand même, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est inquiétant parce que effectivement c'est l'usage problématique, c'est vraiment considéré comme le dirait un peu l'étape préliminaire ou le terrain favorable à l'addiction. Donc Ok. et des addictions à titre individuel, il y en a des addictions, il y a des addictions à tout, mais il y a des addictions aux réseaux sociaux, il y a des addictions à plein de choses. Donc voilà.
Donc c'est ça en fait le sujet. Alors moi, Est-ce que ça veut mon dire que si je scrolle 15 minutes par jour, c'est OK? bah et c'est ça. Alors c'est là qu'on arrive à la question, quelle est la valeur de ça à titre individuel? Si toi tu scrolles 15 minutes par jour ou 1 heure ou peu importe, mais que tu te sens bien, que ça n'a pas d'impact sur toi, tu as l'impression que ça t'est utile, etc., que ça n'a pas d'impact sur tes émotions, sur ta qualité de vie, etc., sur ton sommeil, on pourrait se dire, il n'y a pas de souci. Ouais. La question, elle est pas tant sur la durée ou sur l'outil, même s'il y a quand même des réseaux qui sont un peu plus Ouais. conçus pour être un peu plus addictifs que d'autres, Ouais. ou qui ont des contenus un peu plus, disons, qui génèrent des émotions plus négatives que d'autres. Mais ce qui est important, c'est quand tu fais cet usage-là, est-ce que c'est un usage qui est volontaire, qui est conscient et sur lequel tu as un contrôle? Voilà, ça c'est la première chose. Est-ce que quand tu te dis je fais 15 minutes, tu fais vraiment 15 minutes? Ou est-ce que tu dis que tu fais 15 minutes et en fait tu fais 2 heures, tu vois? Ouais. Ou est-ce que tu fais 15 minutes, mais après t'en ressors et voilà, t'es pas bien et t'as plus, tu vois, voilà, ça te génère des émotions négatives, tu te compares avec puis en fait, hein, tu dis ma vie, en fait, elle est pas si bien, etc. Tu vois, voilà, tous ces trucs là qui arrivent dans, Ou le parce que monde, voilà, le on se monde pas mal, j'ai encore vu. voilà, c'est ça. Est-ce que ça te diminue ton temps de sommeil? Est-ce que ça fait que bah t'es moins conscient de ce que tu manges? Est-ce que ça diminue ton activité physique? Est-ce que ça te diminue tes interactions avec les autres? Parce que tu vas te dire bah voilà, je préfère rester 2 heures sur les réseaux sociaux plutôt qu'aller sortir avec mes amis. Voilà. Bon, des choses comme ça. C'est Ouais. quand ça a un impact là-dessus, ou qu'il y a une perte de contrôle, ou que ça a un impact, et c'est ça en fait la question qu'on doit se poser. OK. Parce que peut-être, bon, c'est pas personnellement mon cas parce que je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux parce que vraiment moi ça m'angoisse. Ouais, mais pareil, pareil. Mais ça mais va, c'est pour autant, mais j'ai du mal, je dois mettre des bloqueurs, quoi. voilà. Genre, je suis vraiment Mais tenté. voilà, je suis quand même tenté. Voilà, je suis quand même tenté d'y aller et je comprends ça. Donc je sais que c'est une lutte un peu, c'est une lutte. OK. Mais je sais qu'il y a des gens où ils vont en tirer, voilà, ils vont avoir du plaisir et ça va bien se passer. Donc voilà. C'est ça la question. Quel est le niveau de contrôle, quel est le niveau de conscience qu'on a par rapport à notre usage? Est-ce qu'on a un usage équilibré par rapport à nous, à ce qu'on définit comme étant notre équilibre? Ouais. Et voilà. Et en revanche, si on sent que ça commence à déborder, voilà, ça vaut le coup. Donc effectivement, eh ben, il y a des choses qu'on peut mettre en place dans le quotidien. Il y a des choses à faire, bien sûr, qu'on peut mettre en place, des choses pour nous aider, en fonction de l'intensité de notre problème. Et je mets le lien de ton livre en commentaire pour ceux qui sont intéressés pour aller plus dans les Voilà. détails. Il y a Euh, effectivement, j'ai mis des conseils. Et alors, ce que j'ai mis aussi pour ceux qui veulent s'amuser, c'est que j'ai mis des échelles, de mesure, des auto-questionnaires Pas qu'on mal. utilise dans la recherche, justement, là-dessus. Comme ça, on peut le faire soi-même. Et alors, ça n'a pas valeur diagnostique, bien sûr, mais ça peut être intéressant pour savoir où on se situe. Et ça peut être marrant. Moi, je trouve que ça peut être assez marrant de le faire. Voilà, Ah, surtout de les super faire intéressant. Note ça en auto. famille, ça peut être marrant parce que c'est bien. J'ai pas mal de parents qui me disent oui, mes enfants, et puis bon, bah les parents non plus sont pas exemplaires, donc ça peut être marrant voilà, que tout le Ah, monde en discute ensemble aussi. Voilà, et puis tu te rends compte que t'es ça peut être peut-être un pas bon. si scandaleux et en prenant un peu de recul, finalement, tu réponds à quelques messages. Exactement, c'est pas dramatique, hein, c'est pas dramatique. Mais voilà, c'est bien, ça peut être un bon sujet de discussion en famille ou entre amis, de comparer aussi, de regarder son temps d'écran. Moi, je trouve ça assez marrant aussi. Ouais. Ouais, ça. Tiens, faire le petit jeu, tu l'as pas regardé depuis des mois ou peut-être jamais regardé. Tu fais une estimation avant, tu dis tiens, je pense faire tant d'heures et mais mon top 3 d'app ça sera ça. Et après tu regardes. Et tu Et vois que t'as bon, passé, bien, en général c'est pas exactement la même chose. Voilà, on se plante un peu. c'est marrant. Voilà, et ça les études le montrent. On a une très grande difficulté à estimer de façon précise le temps qu'on passe et l'usage qu'on fait en fait sur le téléphone en général. Ok. Merci pour ce partage. J'ai une dernière question un peu sur le cerveau qui est beaucoup plus globale Ouais. et que je me pose beaucoup dans un aspect, tu vois, réflexion sur
sur où on va l'humanité, parce qu'on peut regarder les réseaux sociaux comme un truc génial, on peut se dire en fait ça nous empoisonne tous le cerveau, ça nous manipule et on achète n'importe quoi, on vote pour n'importe qui. On peut, enfin tu vois, on peut se dire les gens ils sont de plus en plus égoïstes ou en fait ils sont de plus en plus c'est hyper sympa, gentils. Il y a des gens il y a plein de gens qui sont hyper conscients. Donc bref, il y a une prise de conscience ou non. Et en fait la question que je me pose souvent, c'est que on est facilement manipulé. Il y a du mal et de la souffrance qui est provoquée par encore d'autres êtres humains. Il y a la guerre. On est clair et net sur ça. Mm. Tu vois, tout le monde n'est pas dans un. Tu parlais, toi, tu es matrice, tu fais l'incubation, startup par impact, mais tout le monde n'a pas du tout cette volonté et cette vision. Est-ce que c'est que notre cerveau, il est pas un peu faible ou c'est pas un peu un frein à une relation vraiment connectée et joyeuse, ou on peut se transformer et vraiment arriver à quelque chose de beaucoup plus vertueux? Parce qu'il y a des ma question derrière tout ça, c'est il y a un truc genre l'homme est un nous pour l'homme, non, l'homme est un nous pour l'homme, et finalement notre cerveau c'est un peu genre il y a une espèce de croyance qui est que le cerveau est un bloqueur et qu'on sera jamais parfait à cause du cerveau quoi. Qu'est-ce que Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Alors, l'idée que bon, je vais pas refaire les grands débats de philosophie sur qui nous ont précédés depuis très longtemps sur est-ce que l'homme est foncièrement bon ou mauvais, etc. Même si on a quand même quelques éléments en neurobiologie, en biologie en général, qui nous montrent quand même que la coopération est un des éléments clés de notre fonctionnement cérébral. Ok. Donc, on a quand même sur l'aspect neurobiologique beaucoup d'éléments qui nous font penser que on a plutôt été conçu, je veux dire, notre cerveau s'est plutôt développé euh, dans une logique de favoriser la coopération, l'entraide et le soutien plus que la compétition, la guerre, etc. Bon, moi, en tout cas, ou alors j'ai fait l'objet d'un très grand biais de confirmation moi-même en lisant les études, mais c'est plutôt ce que j'ai l'impression de voir. Donc attends, si je résume ce que tu viens de dire, c'est que globalement les Ouais. études montrent que le cerveau est plutôt fait pour collaborer que pour se taper dessus. Ben, Plutôt plutôt après, porteur d'espoir. alors, c'est pas, il va aussi, c'est très ambigu, mais il va y avoir, en fait, ça va toujours être une question d'équilibre. C'est-à-dire que, où il va développer des grandes capacités pour la recherche de collaboration et les liens sociaux. Ça, c'est quand même vraiment, et on le voit, le lien social, c'est un des éléments clés de la santé mentale. Si on le dégrade, l'ensemble de la santé, de manière générale, même pas que mentale et physique, se dégrade. Donc ça, il est conçu, il est câblé pour être vraiment dans un contexte social. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pour ça, il faut qu'on s'entende bien les uns avec les autres. Hein. Donc c'est automatiquement lié. Voilà. Néanmoins, il est aussi euh, conçu pour assurer notre survie. Donc, Ouais. si on a une menace, évidemment que ça va déclencher des mécanismes de survie tels que le combat. Bon, donc évidemment, euh, on reste des entre guillemets Les j'ai pas animaux. envie de faire j'ai pas envie de faire de psychologie évolutionniste, mais quand même, on est des animaux biologiquement, des animaux, on fait partie d'un tout qu'est la nature. Voilà, on n'est pas séparés de la nature. On fait partie de tout ça. Bon, donc voilà. Mais ce que j'aime pas, moi, c'est dire bah ça sert à rien d'essayer de sauver la planète, ça sert à rien d'essayer de sauver la planète, de sauver les conditions qui nous permettent nous de survivre sur la planète. Ouais. Ça sert à rien de sauver la biodiversité, ça sert à rien d'être gentils les uns avec les autres, tout ça c'est des foutaises parce que notre cerveau il est pas conçu comme ça et notre cerveau il est fait pour être des grosses ordures et de penser qu'à nous et je refuse cette idée-là parce que bon déjà à titre parce qu'elle correspond pas à mes valeurs d'une part ça c'est clair mais aussi parce que je la vois pas non plus dans les études scientifiques je la vois pas cette explication là et je pense que c'est trop facile aussi de dire bah ouais si je n'ai rien à foutre de l'environnement c'est à cause de mon cerveau non si on en a rien à foutre de l'environnement non c'est pas notre cerveau qui fait ça c'est juste nos choix et nos décisions au quotidien voilà c'est Mais tout il y a pas d'ailleurs, de c'est plus souvent, en fait, les gens, puisqu'ils sont égoïstes, s'en foutent, donc moi je m'en fous. Plutôt que moi je m'en fous parce que mon cerveau il m'a conçu comme ça, tu vois, c'est plus. Mais oui, oui ça fait plaisir. mais voilà Parce que, bah, après il
il faut aussi être conscient que notre cerveau, il est pas parfait, il a des failles. Des fois, il se trompe. Des fois, voilà, il y a beaucoup de biais. Et des fois, il est convaincu d'un truc alors que c'est faux. Le bon sens, parfois, nous aveugle. Bon, voilà. Donc, il faut aussi être vigilant par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que s'il y a un point sur lequel il faut faire attention par rapport à son cerveau, c'est ça. Faire attention à ce que notre bon sens nous fait croire. Faire attention à nos croyances. Faire attention aux idées reçues, aux stéréotypes, etc. Ça, voilà. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut quand même avoir un petit peu ce réflexe de dire, attends, je pense ça, mais attends, mais est-ce que vraiment j'ai les éléments factuels de penser ça? Voilà. Ouais. Et Ça, c'est c'est lié. fondamental. Ok, c'est trop intéressant. Et c'est lié à l'aspect réalité, quoi. Genre, moi, j'ai vu ça dans cette situation, et en fait, c'est quelqu'un qui m'a insulté, alors qu'en fait, il y a eu 1000 choses qui se sont passées en même temps, et toi, ton attention, elle a vu un seul truc, et c'est tout, quoi. Donc, Exactement. donc en fait, Mm. c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu résumes ça un peu en disant, le cerveau, dans le fond, il est plutôt fait pour collaborer, pour être social. Néanmoins, soyons conscients de ses faiblesses, quoi, et de ses biais, et de ses failles, et de tout ce qui peut nous faire croire. Et donc, comme tu disais, c'est mettre la lumière, quoi. C'est mettre là où. Ok, Ouais. ok, c'est passionnant. C'est passionnant, merci. Je voulais te poser des questions sur ton entrepreneuriat, mais je crois qu'on va pas avoir le temps. Et est-ce que je peux te poser quelques questions un peu rapides pour finir le podcast? Bien sûr. T'as encore 5 minutes? C'est ok? Bien sûr, pas de problème. Génial. Ok, ma première question, c'est quoi ta plus grande fierté, Thibaut? Ma plus grande fierté. T'as le droit d'en dire plusieurs, hein, si t'en as plein qui viennent là. Non, mais ma plus grande fierté, je crois que c'est justement l'incubateur. L'incubateur qu'on a fondé chez Matrice. Euh, Parce que, en fait, mon objectif, c'était, quand on a lancé cet incubateur, c'était de créer une communauté. C'est-à-dire, je voulais que les entrepreneurs, qui sont souvent, c'est une activité quand même qui peut être très solitaire et assez Ouais. difficile. Même s'il y a plein d'avantages, ça peut quand même être assez difficile à ce niveau-là. Et on a souvent tendance à montrer que les choses quand elles vont bien, à mettre un peu un masque, voilà, à dire, voilà, que les réussites, etc. Et c'est difficile de parfois tisser des liens dans le monde de l'entrepreneuriat où les choses s'échangent vraiment à bâton rompu et on peut vraiment avoir de l'entraide. Et en tout cas à l'époque. Et donc ma fierté, mais je suis pas du tout le seul responsable là-dedans. Donc c'est une fierté qui, j'espère, est partagée avec les autres qui ont lancé le projet et qui ont été à l'origine du projet. Ouais. C'est d'avoir réussi à créer ce sentiment d'entraide et Génial. dans les communautés qu'on a créées d'entrepreneurs. Voilà, ça c'est vraiment moi voilà, qui est le truc dont je suis le plus fier entre guillemets. Ouais. Merci. C'est quoi ta plus grande peur du moment où Euh, c'est que ma plus grande peur c'est l'essor d'une forme d'obscurantisme scientifique là que je vois qui c'est mais de la fake news et compagnie, hein, mais où vraiment il y a un rejet de la méthode scientifique, de la compréhension de la recherche scientifique, d'une sorte de polarisation entre justement les gens qui pensent savoir et ceux qui essaient d'apporter voilà, des connaissances factuelles et mesurées, etc. Et cette polarisation, voilà, cette polarisation m'inquiète de plus en plus parce que je la vois de plus en plus brutale et de plus en plus violente et de plus en plus problématique. Et je vois aussi qu'elle s'accentue énormément à cause de notre usage problématique des réseaux sociaux, qui est parfois qui va accentuer en fait, renfermer dans les bulles informationnelles, renforcer les biais de confirmation et tout un tas d'autres mécanismes comme ça qui font que ça va rendre les gens encore plus polarisés, ça va renforcer encore plus les clashs, renforcer les divisions, renforcer la haine. Et ça m'inquiète parce qu'en fait, ça a un impact sur tout. Ça a un impact sur les personnes à titre individuel, qui du coup s'ostracisent, perdent de liens sociaux, se retrouvent voilà un peu perdus, ont une vision du monde de plus en plus négative, donc c'est aussi compliqué pour eux à titre individuel.
Ça a des problèmes sur les choix politiques qu'on fait, les personnes pour lesquelles on vote. Ça a des choix sur la façon dont on perçoit le monde. Ça a un impact sur les gestes qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre par rapport à l'environnement, etc. Donc tout ça est lié en fait par rapport à cette. Donc c'est vraiment au cœur de des grands enjeux auxquels on doit faire face en ce moment. Et je vois que malheureusement, ça ne s'arrange pas. Donc c'est ça ma peur. Voilà, en ce moment, c'est ça ma peur. Pas tant pour moi, parce que bon, voilà, je sais pas quelle est mon espérance de vie, mais bon, voilà, ça devrait bien se passer pour moi, mais c'est plutôt pour les autres, pour le futur, quoi, que ça m'inquiète. Ouais, je suis d'accord. Même si, bon, il y a quand même des gens maintenant qui vivent les conséquences problématiques de ça, hein. Que ce soit des communautés qui sont discriminées, des personnes qui sont avec des problèmes de santé mentale qui se dégradent, et pour certains ça va jusqu'au suicide ou des dépressions. Et puis pour l'environnement, il y a déjà des réfugiés climatiques qui perdent leur maison. Donc bon, voilà. Donc tout ça est une situation quand même bien présente. Et qui fait un peu peur. Mais on verra. Voilà. C'est quoi ton coup de gueule du moment? Ton coup de cœur du moment, pardon. Ouais, le coup de gueule, j'ai déjà fait. C'est pour ça que je me suis dit stop. Mon coup de cœur du moment. Mon coup de cœur du moment. Et ben justement, pour continuer sur cette logique-là, mon coup de cœur du moment, ça a été la campagne de crowdfunding de l'Esprit Critique. Ouais. Qui justement est exactement dans cette même vision, je pense, que moi. Et qui a eu beaucoup de succès. La page Insta qui est géniale, ouais. Franchement, je suis super content qu'il y ait eu autant de... Je veux dire, ça montre qu'il y a eu une résonance du public sur les questions d'esprit critique. Et ça, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. J'aimerais beaucoup l'avoir sur le podcast. Je le suis depuis quelques temps. C'est très beau ce qu'il fait, ouais. Il reste tellement humble et tellement... là, on a essayé de chercher. Il a fait un post récemment. Comment on expliquerait l'esprit critique aux auditeurs? C'est un mec qui fait tous les jours un post Insta sur un sujet en essayant de garder un esprit hyper ouvert, c'est ça? C'est ça, avec ou essayer de décortiquer les mécanismes un petit peu de comment cette pensée ou cette croyance est construite, etc. Alors il y a de très très bons vulgarisateurs sur tous ces sujets-là, et je pense que c'est bien ça. Je suis très content que ça se développe, ça. Je pense que c'est vraiment super. Ouais. Ok. Et dernière question, comment tu nous vois, si on prend un peu de recul, notre civilisation, l'humanité dans 500 ans? Oula, 500 ans. Alors, une échelle de temps pas. assez éloignée. C'est plus de 500 ans en ordre. Franchement, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Je me garderais bien de faire le moindre pronostic. Et je pense que... Alors, il y a tellement de scénarios possibles. Soit on va avoir le scénario où la prise de conscience sur notre rapport au numérique, et là je mets dans le lot l'intelligence artificielle aussi. Parce que ça, c'est quand même un élément qui avait pas été anticipé sur l'impact que ça a eu au quotidien et notamment sur le travail, les relations sociales, etc. Ouais. Donc ça, on va voir comment ça va évoluer. Mais soit il va y avoir une prise de conscience pour pouvoir réussir à en tirer un usage qui va être plus partagé, plus homogénéisé, nuancé. Soit ça va être l'inverse, mais je suis désolé, je botte en touche là sur la prédiction. T'as bien raison. Ok. Non mais écoute, j'ai que des espoirs, mais j'ai pas de prédiction. Ouais, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà, comme tu dis, si tu mets ton attention sur ton espoir, ça permet déjà d'aller dans la bonne direction. on espère. Bon écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. C'était passionnant. Mais j'espère qu'on fera un deuxième épisode si plus tard. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.